ces territoires. Oui, mais en réalité, non seulement il y a l'identité politique du gouvernement israélien qui est bien connue quand même, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui a une vision expansionniste, fondée sur une lecture particulière de la Bible, la Torah en tous les cas, et qui donc légitime cette vision d'un grand Israël qui inclut de facto Gaza, la Cisjordanie, à minima. Le projet n'est pas nouveau, c'est pas ça que je voulais dire. Oui. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a un verrou qui a sauté Oui. ces dernières semaines, sûrement aidé par Donald Trump et sa vision de la situation au Proche-Orient. C'est ça, effectivement, s'il y a eu un glissement de cette nature du point de vue rhétorique, il date de l'élection de Donald Trump. Qu'espérait le Premier ministre Netanyahou, en ce sens où celui-ci est plus qu'un allié inconditionnel d'Israël. Il s'aligne mécaniquement sur la vision israélienne du conflit israélo-palestinien. Et à partir de là, non seulement les États-Unis n'assument plus du tout, alors non seulement officiellement, mais aussi de facto, une sorte de rôle d'arbitre qu'ils essayaient d'incarner de manière assez fictive. Mais plus encore, aujourd'hui, il y a un soutien total à Israël sur le plan diplomatique, politique et militaire. Et dès lors qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir à la vision et à l'action israélienne, on ne voit pas très bien ce qui pourrait, d'une certaine manière, modérer à la fois le discours et l'action israélienne. Et c'est en cela qu'on a là ce caractère spectaculaire à la fois du discours et des visées israéliennes. C'est parce que l'hubris peut s'exprimer totalement eu égard à une situation internationale marquée par l'absence totale d'une réaction qui prendrait la forme de sanctions. Parce que les réactions, elles existent sur le plan, là aussi, discursif, rhétorique. La France condamne, l'ONU aussi. Pour les condamnations, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour le reste, là, c'est plus compliqué. L'Union européenne se dit préoccupée. Alors, est-ce que c'est vraiment un mot adéquat eu égard à la situation catastrophique sur le plan humanitaire que vivent les Palestiniens de Gaza? Il y a un décalage entre, encore une fois, ce type de posture et une réalité qui est marquée à la fois par la violence, l'écrasement d'une population. Je rappelle que l'État d'Israël est poursuivi devant la Cour internationale pour génocide. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Berig Nabli, juriste et intellectuel engagé, raisonne avec une justesse et une lucidité rares. Dans cette vidéo percutante, Nabli met à nu la logique stratégique du gouvernement israélien, d'une politique qui ne se limite pas à la prétendue lutte contre le terrorisme, mais qui s'inscrit dans un projet plus vaste et plus cynique d'expansion territoriale au détriment des peuples palestiniens, libanais et syriens. Il ne s'agit plus d'interpréter les actes israéliens comme des réactions ponctuelles, mais comme des éléments d'un plan cohérent, militariste et profondément colonial. Soutenir Berig Nabli dans cette prise de parole courageuse, c'est refuser de rester silencieux face à ce que tout observateur honnête peut reconnaître aujourd'hui, des bombardements massifs, des civils pris pour cible, des hôpitaux, des écoles, des infrastructures vitales systématiquement détruites à Gaza. Il ne s'agit pas d'un simple conflit, mais bien d'une campagne brutale qui piétine le droit international et bafoue les principes les plus élémentaires de l'humanité. En exposant le lien entre l'idéologie expansionniste israélienne et les agressions répétées au Liban, en Syrie et en Palestine, Nabli rappelle que ce qui se joue au Proche-Orient dépasse le cadre d'un affrontement local, c'est une question de justice, de souveraineté des peuples et d'opposition à l'impunité. Réagir hier la communauté internationale et qui ont fait dire ce matin au Hamas qu'ils ne voyaient plus l'intérêt de négocier un cessez-le-feu. On va décrypter dans l'info du jour cette nouvelle étape de franchie avec notre invité Berig Nabli. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes professeur des universités en droit public, auteur de Relations internationales, droit, théorie pratique aux éditions Pénon. On va retrouver dans quelques instants Claire Duhamel en Israël et Rami Abou-Jamous à Gaza pour évidemment prendre le pouls en cette journée. Mais d'abord, cette question, Benyamin Netanyahou affirme désormais publiquement, officiellement, son plan, cette vision et cette conquête de Gaza. Il y a le mot qui a été lâché hier. Est-ce que pour vous, c'est une étape qui a été franchie ? Peut-être oui au niveau des mots employés, mais certainement pas dans la logique qui anime le Premier ministre israélien, en ce sens où la séquence est marquée au minimum depuis le 7 octobre
par la prévalence d'une logique de violence, du rapport de force favorable à Israël. Donc, à partir de là, il y a une forme d'hubris qui s'exprime, qui se manifeste du côté de l'armée israélienne, qui ne voit pas ni de limite politique ni de limite militaire, finalement, à cette dynamique offensive. Et à partir de là, effectivement, c'est assez... il y a une logique implacable à voir évoluer le discours et les actes israéliens dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un expansionnisme, tout simplement, alors qui se vérifie à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, et même au niveau régional, au sud Liban et désormais au sud de la Syrie. On va effectivement notamment évoquer ces frappes en Syrie qui inquiètent beaucoup les communautés syriennes. Mais l'usage de ces mots, conquête de la bande de Gaza et puis aussi la présence pérenne des Israéliens sur le territoire palestinien. C'était peut-être évoqué en coulisses jusqu'ici, c'est maintenant assumé publiquement aux yeux du monde. Il y a cette vidéo qui tournait en boucle derrière vous il y a quelques instants, un message de 4 minutes de Benyamin Netanyahou qui a expliqué aux Israéliens et à ceux qui voulaient bien l'entendre que demain, il faudra compter sur eux, sur ces territoires. Oui, mais en réalité, non seulement il y a l'identité politique du gouvernement israélien qui est bien connue quand même, qui est un gouvernement d'extrême droite, qui a une vision expansionniste, fondée sur une lecture particulière de la Bible, la Torah en tous les cas, et qui donc légitime cette vision d'un grand Israël qui inclut de facto Gaza, la Cisjordanie, à minima. Le projet n'est pas nouveau, c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'on a le sentiment qu'il y a un verrou qui a sauté ces dernières semaines, sûrement aidé par Donald Trump et sa vision de la situation au Proche-Orient. C'est ça, effectivement, s'il y a eu un glissement de cette nature du point de vue rhétorique, il date de l'élection de Donald Trump qu'espérait le Premier ministre Netanyahou, en ce sens où celui-ci est plus qu'un allié inconditionnel d'Israël. Il s'aligne mécaniquement sur la vision israélienne du conflit israélo-palestinien. Et à partir de là, non seulement les États-Unis n'assument plus du tout, alors non seulement officiellement, mais aussi de facto, une sorte de rôle d'arbitre qu'ils essayaient d'incarner de manière assez fictive. Mais plus encore, aujourd'hui, il y a un soutien total à Israël sur le plan diplomatique, politique et militaire. Et dès lors qu'il n'y a plus aucun contre-pouvoir à la vision et à l'action israélienne, on ne voit pas très bien ce qui pourrait, d'une certaine manière, modérer à la fois le discours et l'action israélienne. Et c'est en cela qu'on a là ce caractère spectaculaire à la fois du discours et des visées israéliennes. C'est parce que l'hubris peut s'exprimer totalement eu égard à une situation internationale marquée par l'absence totale d'une réaction qui prendrait la forme de sanctions. Parce que les réactions, elles existent sur le plan, là aussi, discursif, rhétorique. La France condamne, l'ONU aussi. Pour les condamnations, il n'y a pas de problème. Ouais. Pour le reste, là, c'est plus compliqué. L'Union européenne se dit préoccupée. Alors, est-ce que c'est vraiment un mot adéquat eu égard à la situation catastrophique sur le plan humanitaire que vivent les Palestiniens de Gaza? Il y a un décalage entre, encore une fois, ce type de posture et une réalité qui est marquée à la fois par la violence, l'écrasement d'une population. Je rappelle que l'État d'Israël est poursuivi devant la Cour internationale pour génocide, que son Premier ministre, Benyamin Netanyahou, est lui-même poursuivi devant la Cour par un mandat pénal international délivré par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et en dépit de la gravité de ces accusations, il y a une forme de normalité entre l'essentiel des pays occidentaux et Israël. Les mots de David Nabli ne sont pas seulement une analyse froide de la situation géopolitique au Proche-Orient. Ils sont un rappel salutaire de ce que nous risquons collectivement à force de détourner les yeux, à force de normaliser l'occupation, les bombardements, l'humiliation quotidienne d'un peuple enfermé, privé de ses droits les plus fondamentaux. Ce qu'il décrit avec précision l'expansionnisme israélien vers Gaza, le Liban, la Syrie n'est pas un fantasme, mais une réalité observable, documentée, tragiquement répétée depuis des décennies. Et pourtant,
Malgré les morts, malgré les destructions, malgré les résolutions de l'ONU restées lettres mortes, une grande partie du monde continue de traiter Israël comme un État au-dessus des lois, échappant à toute forme de responsabilité. Ce deux poids, deux mesures est insupportable. Il alimente le ressentiment, détruit la confiance dans le droit international et nourrit les conflits au lieu de les résoudre. En tant que citoyennes et citoyens, intellectuels, journalistes ou simples observateurs, nous avons le devoir de nommer les choses avec courage. Et ce que fait Israël à Gaza, au Liban ou en Syrie ne relève plus de la sécurité nationale, c'est une stratégie d'occupation, de dépossession, de domination par la force. Le dire n'est pas de la provocation, c'est une exigence morale. En prenant la parole avec clarté et responsabilité, Berig Nabli montre que l'on peut refuser la banalisation des crimes de guerre sans céder au chantage ou à la peur. Il montre qu'il est possible de critiquer les politiques d'un État sans sombrer dans l'essentialisation ni dans la haine. Il montre surtout qu'il reste, en France et ailleurs, des voix lucides qui refusent de se taire par confort ou par carrière, des voix qui parlent au nom du droit, de la justice et de la dignité des peuples.